Josephine. I won't leave you waiting in between. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité, mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de 4 petites filles qui ont la chance d'avoir 2 mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 32 de la saison 4. Lorsque les confinements ont commencé, en mars 2020, j'ai immédiatement pensé au coup d'arrêt que cela impliquait dans les parcours de parentalité des familles qui s'agrandissaient. J'ai plus spécifiquement pensé au parcours PMA parce qu'il s'agit de ma réalité, mais je n'avais pas imaginé que des parcours GPA étaient sûrement en cours et qu'alors la difficulté était tout autre. Il fallait pouvoir se rendre dans le pays de conception du bébé pour pouvoir le ramener sur le sol français. Et ce n'était pas la seule contrainte. Les couples de papas vous diraient qu'il n'est pas simple de se projeter dans une grossesse quand on ne la vit pas au quotidien. Ils peuvent parfois se rendre 1 ou 2 fois dans le pays qu'ils ont choisi pour mener leur GPA, notamment pour lancer le parcours et se rendre à une échographie, ce qui est hautement symbolique pour incarner le projet bébé. Durant les confinements, il n'en était pas question. Lorsque Julien et Guillaume se sont lancés dans cette aventure, en février 2020, ils n'avaient évidemment aucune notion de la pandémie qui se profilait et des obstacles qu'ils devraient surmonter. Dans cet épisode, ils se confient à mon micro pour me raconter leur GPA Express, si l'on peut dire, en période Covid. GPA qui leur a permis de ramener leur petit Nathan du Canada vers la France en février 2021. Ils ont dû jongler entre l'incertitude des déplacements, les confinements, les ralentissements des administrations, les quarantaines, s'improviser laborantin et même imaginer une remise en main propre du conteneur contenant leurs gamètes directement au pilote de l'avion. C'est dans ces moments-là que l'on comprend toute l'importance d'avoir des connaissances qui ont tracé la voie. Je vous laisse découvrir leur histoire et je vous souhaite une bonne écoute. J'ajoute juste ici que si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, je vous propose de me retrouver sur ma page Steady. Vous en trouverez le lien en bio du compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontsbien-podcast, et en descriptif de l'épisode. Bonjour Julien, bonjour Guillaume. Bonjour. Je suis ravie. Alors moi je vous vois, donc c'est très agréable de pouvoir discuter avec vous. Vous avez plein de dynamisme et ça fait plaisir. Je vous remercie beaucoup, en tout cas d'avoir répondu par la positive à ma demande d'enregistrement, parce que des papas, j'en ai pas encore assez sur mon podcast. Donc merci beaucoup. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter ? Moi, je m'appelle Julien, j'ai 35 ans, pour pas très longtemps encore, et je suis papa d'un petit Nathan depuis 17 mois maintenant, et j'ai créé à sa naissance, un tout petit peu avant, un compte Instagram qui s'appelle Dad's Issues, sur lequel je raconte en dessin notre histoire, notre parcours et sa vie depuis qu'il est né. Et donc ce compte Instagram, il y a une particularité sur tes illustrations, et je vous invite d'ailleurs à aller consulter le compte Instagram Dad's Issues. J'arrive plus à le dire. Parce qu'en fait, tu fais des illustrations sur papier craft, donc ça donne vraiment... c'est très reconnaissable en fait, c'est vraiment ta patte. Oui, je cherchais un moyen de, me distinguer, démarquer, et j'avais déjà travaillé sur le craft et j'aimais beaucoup ça, donc j'ai commencé là-dessus et c'est resté. Impeccable. Et franchement, ça rend super... tes illustrations sont très... Alors, je sais pas comment on peut les décrire. Moi, je trouve que c'est des bébés un peu à la cartoon, à la Baby Bros. Oui, c'est ça, c'est Baby Bros, je crois, le dessin animé. C'est, très arrondi. Si je peux révéler ici quelle est à la base mon inspiration. Mais oui, cartoon, ça me va bien comme description. Voilà. En tout cas, c'est très sympa. Et donc, toi, Guillaume, tu peux te présenter ? Et donc moi j'ai 34 ans pour un petit peu de temps encore. Je suis donc le papa de Nathan également, le mari de Julien du coup depuis 3 ans maintenant. Oui, c'est ça. Donc en fait vous êtes... pardon.
Attends, je reprends. Donc, en fait, vous êtes les papas de Nathan depuis 17 mois et vous êtes ensemble depuis 3 ans, c'est ça? On Non. est mariés depuis 3 ans et on est Pardon. ensemble depuis 9 ans, Ouais, quelque c'est chose ça. comme ça. D'accord, ok. Ok. Et alors, est-ce que vous pouvez me raconter votre rencontre? Parce que c'est quand même le plus croustillant de l'histoire, quoi. Oui. C'est trop croustillant, peut-être. Un petit peu. Nathan comprendra pas pour l'instant, c'est bon. En fait, on s'est connus en 2014 sur les applis de rencontres, hein, comme Comme beaucoup. pas mal de Beaucoup monde aujourd'hui. aujourd'hui. Ouais. C'est marrant, c'est qu'au début, on n'était pas forcément... on discutait, mais sans plus. Ouais, voilà. Voilà, on s'est vu un petit peu, mais sans plus. Et Moi, je sortais d'une relation très longue, donc j'étais pas du tout dans l'optique de rencontrer mon futur mari. étudiant, et voilà, je laissais la vie couler, mais voilà, tout sans trop d'attente, sans trop d'espérance. Et puis un jour, je te laisse raconter parce que ça vient de Sophie. Ah oui, mais une copine de collège avec qui j'avais repris contact via Facebook, comme Facebook le permettait pas mal à l'époque, était venue sur Paris passer quelques jours avec moi. Enfin voilà, on avait renoué contact et voilà, on était tous les deux en train de partager nos solitudes avec un peu d'alcool et elle m'a posé la question, mais t'as vraiment pas dans ton entourage quelqu'un qui pourrait être sympa, prendre soin de toi, avec qui passer du bon moment, tout ça. Et je sais pas pourquoi, j'ai pensé à Guillaume. Du coup, Tu le savais instinctivement. peut-être. Et du coup, le lendemain, on s'est vu pour faire vraiment notre premier date un peu plus officiel, quoi. Ok. Et ce date a été révélateur. Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui, quand même. Excellent. Excellent. D'accord. Et bon, je suppose que sur le premier date, vous n'avez pas parlé de parentalité. Enfin, peut-être, mais Très je suis loin. pas très sûre. Pas loin. Pas très Franchement, loin, parce pas loin. que quelques jours ou semaines après le début, je me demande si c'était même officiel. Bon, bref. Il m'a fait croire qu'il avait un enfant. Je sais plus quelle occasion, mais qu'il avait, c'est par rapport à son pseudo, je crois qu'il avait sur Je l'application. voulais prendre la température. J'avoue que c'était une méthode vraiment nulle pour le faire. Et il a été très surpris de ma réaction. C'était risqué. Je trouvais Oui. ça très cool. Oui, et, voilà. je sais pas, c'est génial et tout, trop bien. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on a parlé parentalité ensemble, vraiment au tout début, voire avant qu'il y ait quoi que ce soit entre nous, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est... Bon, voilà. Je savais que c'était pas un sujet qui le rebutait. Et du coup, je me suis dit, ça c'est bien. Gardons-le. Mais c'est vrai qu'après, voilà, c'est pas devenu concret avant encore de nombreuses années, quoi. Et ça, en même temps, vous êtes deux papas, donc la concrétisation prend du temps. Mais vous aviez réfléchi, chacun de votre côté, pas nécessairement ensemble, à la parentalité et à l'accès que vous aviez choisi. Vous aviez une idée de comment? Alors, moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants sans trop réfléchir, en disant qu'on verrait bien. Et d'ailleurs, ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui a fait que ça nous a aidé à nous mettre ensemble aussi, c'est que grâce à ce fameux Léon imaginaire qui m'a inventé, je me rappelle encore du prénom de C'était Léon. Imaginaire. On a pu en parler et se dire que c'est quelque chose qui nous intéressait tous les deux. On était juste après, parce que c'est 2014 qu'on s'est mis ensemble, juste après le mariage pour tous, La loi. tous les débats, la loi, etc. Et du coup, voilà, on en a parlé sans trop en parler en disant qu'un jour on verrait, etc. Et ce qui a été décisif, je dirais, sur le mode de conception, enfin en tout cas le mode d'accès à la parentalité, ça a été un couple d'amis à moi qui ont eu un enfant par GPA en 2020. Ah ouais. Et du coup, on a vraiment suivi leur parcours et on s'est rendu compte que c'était en fait tout à fait possible, pas si compliqué que ce qu'on pensait, Ouais. et que moyennant des moyens et un investissement quand même à la fois émotionnel, en temps, etc. assez important, c'était à portée de main en fait quoi, si on voulait quoi. En tout cas, il y en avait qui l'avaient fait. C'est ça. D'accord. Et ils étaient passés par, enfin oui, ils avaient forcément fait un choix de pays, un choix d'agence, tout ça. Est-ce que le Canada, est-ce que vous avez souhaité reproduire le même schéma ou vous êtes renseigné de votre côté? Alors, on a suivi exactement leur schéma, à la clinique près, à l'agence près. Mais parce que le Canada, alors, je peux pas dire on y était attaché, j'y étais jamais allé. Mais j'avais l'impression d'y être
d'en être proche au niveau des mentalités et puis au niveau de effectivement de ce qu'ils nous ont dit de comment ça se passait là-bas, la grossesse pour autrui. On était en accord avec justement la façon dont ça se passait. Et puis voilà, donc c'est vrai qu'on s'est pas tant renseigné sur les autres pays, dans la mesure où on connaissait cet unique couple qui avait fait ce parcours-là à l'époque. Aujourd'hui, on en connaît des dizaines et des dizaines, mais à l'époque, c'est vraiment les seuls qu'on connaissait, et donc on s'est dit bon bah ça marche comme ça, on va faire pareil. Et il se trouve que bah en plus le pays nous plaît, nous convient tout à fait, on est tout à fait en accord avec la façon dont ça se passe, donc bah ne cherchons pas plus loin. C'est ça, en gros, comme pour nous, c'était Canada aux États-Unis, au vu de la façon dont ça se passe et des échos qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que le Canada, il y a un petit truc en plus. Les Canadiens sont très attachants, sont un peu vraiment très beaux, quoi. On aime beaucoup les Américains aussi. D'ailleurs, on s'est fiancés aux États-Unis sur la route 66. Donc voilà, c'est un pays aussi qu'on affectionne beaucoup pour d'autres raisons. Mais voilà, le Canada, il y avait un petit truc en plus. Ouais, on avait un sirop d'érable, je sais pas, mais on avait envie de le faire là-bas. Excellent. Est-ce que quand vous avez donc discuté, je suppose, beaucoup avec ce couple-là, en fait, il y a eu une sorte de cooptation pour rentrer dans la clinique, ou c'était tout simplement, vous avez pu appeler Ah, pas du tout. Non, après, ils conseillent voilà, quand on a à la fois tout ce qui est avocat, clinique, etc., on leur dit qu'on connaît tel couple qui l'a fait avec eux et soit ils les connaissent, soit ils disent ah ok, mais il n'y a pas ni de passe droit ni de trucs en plus, quoi. Mais je crois qu'il y a eu une chose quand même, c'est qu'on connaissait le nom de l'avocate qui les avait suivis et accompagnés dans le parcours. Et en fait, il se trouve que on avait vu, je sais pas comment, passer une info comme quoi en fait, elle venait en France avec d'autres intervenants en lien avec la GPA. Ils venaient en France pour se présenter en fait et rencontrer les parents d'intention soit susceptibles de vouloir avoir un enfant par ce biais, soit déjà parents et juste désireux de faire coucou. Et donc en fait on avait rencontré l'avocate donc Rachel West à Paris et on l'a adorée. C'était vraiment une Canadienne comme on l'imaginait. Et du coup on s'est dit donc oui on a dû lui mentionner qu'on connaissait ce couple-là, mais c'est tout en fait. Ouais. Donc en fait, un peu comme nous, les cliniques de PMA étrangères qui viennent en France, là ils viennent un peu en délégation pour pouvoir vous rencontrer, ou en tout cas être rencontrés physiquement. Ouais, c'est vraiment de l'information. Il y avait une avocate, un médecin. Je me demande s'il n'y a pas Léa de. Ah oui, peut-être un représentant de chacune des grandes instances dont on va avoir besoin après. C'était Canada, les États-Unis, il y avait les deux. Et voilà, mais en fait, oui, voilà, ils détournent un petit, parce que le problème avec la loi en France, c'est qu'ils sont pas censés pouvoir faire de la promotion de la surrogatie sur notre territoire. Du coup, voilà, c'est une réunion d'information assez globale, et du coup, ça se fait dans un bar à Paris, dans le Marais, très sympa. Il y a un petit cocktail, et il y a à la fois des gens qui ont des enfants, des gens qui sont en cours de parcours, des gens qui étaient comme nous à l'époque. Parce que c'était juste en rentrant des États-Unis, donc c'est en 2018, vraiment au stade embryonnaire de et si bientôt on le faisait. Et du coup, ça permet à la fois d'échanger, à la fois avec les gens qui sont là un peu pour vendre, on va dire, leur clinique, leur métier d'avocat, etc. Et en même temps, des gens comme nous qui y sont passés, vont y passer, ou sont ça vraiment loin derrière eux et nous racontent déjà les histoires de qu'est-ce que c'est qu'avoir un petit enfant de 3 ans, etc. Oui, parce que je me rappelle pas qu'il y ait eu de présentation vraiment à proprement parler de ci ou de ça. En fait, ils comptent beaucoup sur le fait que les couples parents d'intention futurs ou alors déjà parents vont entre eux communiquer. Ouais, c'est coopératif presque. Exactement, c'est ça. D'accord, ok. Et du coup, donc vous avez commencé votre parcours en quelle année à peu près? Juste après notre mariage, donc c'était tout début 2020. C'est ça. En fait, oui, d'accord. Juste avant le Covid. On s'est marié en octobre 2019. Juste après, on est passé sur le fil. C'est ça, on a eu de la chance. On est parti en mini-moon là, juste après le mariage. Je sais plus où c'était d'ailleurs. Le Lude. Pas très loin, mais juste pour rester dans notre bulle quelques semaines. Et là, on visitait un château. Quelques jours. Et puis c'est là qu'on en a vraiment reparlé sérieusement, en fait, et qu'on a lancé pour nous tout le process, quoi. C'est qu'on s'est dit, en fait, mais il y aura jamais de bon moment.
parce qu'on pense toujours à l'argent, à la carrière, à X ou quelque chose. Et on se dit, bah non, mais en fait, il y aura jamais de bon moment, enfin de moment idéal en tout cas. Le bon moment, c'est un peu tout le temps. Et du coup, on se dit, bah on part en Nouvelle-Zélande pour le voyage de noces et dès qu'on rentre, on s'y met, quoi. Puis c'est vrai que au début, vraiment comme ça, on se disait qu'on allait attendre au moins 1 an après le mariage, profiter vraiment tous les deux, nana. Mais en fait, on s'est dit, et d'expérience avec ce couple qu'on connaissait, on s'est dit que ça allait prendre du temps quand même, comme parcours. Donc c'est pour ça que on a un peu accéléré le début, parce qu'on s'est dit que ce serait pas tant engageant finalement dès le début. Et puis Ouais. en fait, ça a été vite. Oui, mais c'est ça. En fait, bah, si tu calcules, enfin, moi, je viens de faire le calcul, je me doute que ça a été vite. Mais c'est surtout que, enfin, oui, il n'y a pas de bon moment, je suis d'accord avec vous, on peut se poser 10 milliards de questions, le retourner dans tous les sens, finalement, c'est le moment où bébé décide que c'est le bon moment. Mais vous avez quand même une composante qui est différente de la nôtre, qui est quand même financière. Alors nous aussi, on a une composante financière, bon, un peu moins maintenant, mais on a quand même une composante financière, mais la vôtre, elle est majorée. Certes. Donc, je sais pas comment vous aviez réfléchi au financement de cette GPA, mais je sais que souvent vous êtes obligé de passer par un prêt bancaire. C'est pas simple. Non. Parce que c'est interdit en soi. Donc, il faut avoir un peu le banquier dans la poche, quoi. Alors nous, ou la famille, parce voilà. que On a d'abord pris la température du côté de d'abord la j'ai fait famille. une demande à la banque, mais en fait on est dans une banque en ligne, donc c'est pas les plus ouverts à la discussion ni. Il n'y a pas de face à face. Clairement, Oui, ils m'ont dit non, qu'on gagnait pas assez et que en plus c'était pas parce que j'avais pas dit clairement que c'était pour ça, mais voilà, oui, je pense qu'elle avait compris la conseillère et elle m'avait dit non, c'est enfin, vous aurez rien de notre part, quoi. C'est On s'est rendu compte en échangeant que c'était plus conseiller dépendant que banque dépendante en fait. D'accord. Parce que Oui, c'est vraiment, vrai, ça. il y a on a eu tous les scénarios, des gens pour qui ça passe sans problème, en toute transparence, et des gens pour qui dans la même banque, mais avec un autre conseiller, bah ça passe pas du tout. Mais de toute manière, tout est une question de personne. Hein. Oui. Tout. Du coup, après, on a plutôt pris la température auprès de la famille pour déjà leur annoncer notre projet, etc. Et en fait, alors que je pense que pour eux, c'était un truc, mais complètement Lunaire. et lunaire, c'est ça. Et ben, on a eu et puis certains de nos parents avaient sûrement fait le deuil, enfin même ils en ont parlé aujourd'hui. Ah oui, c'est le mot, oui. Moi, mon père, quand on lui a dit ça, il était hyper heureux, parce qu'il dit mais je pensais pas que je serais grand-père, enfin que je serais grand-père à travers toi. Au final, je vais faire de mon petit frère. Voilà, c'est vrai que pour eux, ça a été quelque chose d'assez fou, quoi. Et c'est vrai que c'est par eux-mêmes qui nous ont proposé à la fois des dons pour nous aider et des prêts qu'on rembourse comme on peut quand on veut. Et il y a taux pas zéro. il y a zéro contrainte et zéro pression. Ça, c'est vrai que c'est très confortable. On a bien conscience qu'on a une chance inouïe avec ça. C'est vrai que quand on parle autour, certains vendent des apparts quand ils sont propriétaires. Alors bon, ils sont déjà propriétaires, donc ces gens qui ont quand même une certaine chance à côté, financièrement. Voilà. Il faut trouver de faire un prêt, puis des fois, certains peuvent se retrouver vraiment beaucoup en galère, quoi. Là, il y en a, il faut pas se leurrer, qui choisissent le pays aussi en fonction de ça, hein, Bah, évidemment. Nous, on était très contents que, au vu de nos envies, liens avec le Canada, on puisse se permettre de finalement mener le projet au bout là-bas. Et voilà, on a de la chance. Oui, non mais et je pense qu'on peut pas être dans le jugement par rapport à ça. Enfin, l'envie de parentalité, elle est indépendante d'un besoin financier quelque part. Sauf que, bah, chez nous, elle est corrélée à. Donc il y a un moment où bah on fait comme on peut et comme, enfin voilà, avec ce qu'on a. Et je pense qu'il y a, enfin comme dans tout dans la parentalité, il y a pas de jugement à avoir au final. Je ne l'aurais pas mieux dit, merci. Je t'en prie. D'accord, donc du coup le Canada, une fois que vous les avez vus dans ce fameux bar, comment ça se passe après? Vous reprenez contact directement avec l'agence là-bas? C'est ça. On a suivi les conseils du coup de mes amis sur quel ordre faire, parce que c'est vrai que c'est un peu nébuleux. Il y a plein de gens qui doivent rentrer en ligne de compte. Il y a donc l'avocate ou l'avocat pour la partie strictement administrative, contrat, etc. Après, il y a la clinique pour la partie médicale. Il y a l'agence pour la surrogate, la mère porteuse, la femme porteuse, et l'agence pour la donneuse d'ovocytes.
Il manque ça aussi dans l'équation. Et il faut mettre tout ça en corrélation dans le bon ordre parce qu'on peut avoir de mauvaises surprises sinon. Et donc là, nous, on a commencé par l'avocate, surtout parce que déjà, bon, bah, elle a pas trop de timeline trop compliqué. Enfin, elle revient quand elle veut, ça lui prend pas un temps fou. Et aussi parce qu'elle nous a permis aussi de bien nous structurer, nous, par rapport au processus, avec son œil d'avocate, mais en même temps, c'était vachement pratico-pratique. C'était en français, ce qui est pas toujours le cas. Parce elle est pas francophone de naissance, mais elle parle couramment français. Et du coup, c'est vrai que c'était très bien d'avoir son approche et des petites choses qu'on nous aurait pas dit ailleurs, notamment sur les délais légaux qu'il peut y avoir après la naissance dans certaines provinces, qui sont quand même à prendre en ligne de compte. Ouais, bah surtout pour le logement, enfin ça a un coût financier ça aussi. Absolument. Ah oui. C'est vrai que c'était une très bonne intro et à chaque fois qu'on a pu depuis conseiller, informer d'autres couples, on conseille toujours pareil de commencer par un rendez-vous avec un avocat parce que du coup c'est gratuit, il n'y a pas encore d'engagement ou quoi que ce soit et c'est vraiment une présentation en, je sais pas, même 30-40 minutes, une présentation globale du parcours, mais du coup ça paraît beaucoup plus simple après parce que finalement il y a 3-4 grands points et c'est très clair, c'est concis et on sait où on va maintenant. Ouais, c'est très structurant. Et puis elle a la vision un peu de haut aussi financière que les autres ne vont pas nous apporter quoi. C'est que la clinique voit son budget, l'agence le sien, etc. Là, elle a une vision d'ensemble, plus ou moins bien sûr parce que c'est dépendant de plein de choses, hein, mais voilà, ça aide pas mal aussi à se mettre au clair entre nous. Ouais. Non, mais c'est clair que c'est hyper important. Et puis en plus, elle est détachée quelque part de tout le côté émotionnel du process. Et du coup, ouais, je pense que voilà, c'est un guide, quoi. Et ça, c'est vrai, notamment avec le contrat. Bon, là, je brûle un peu les étapes, comme on pourra revenir dessus après, mais le contrat avec la surrogate, c'est vrai que c'était un moment qu'on n'a pas très bien vécu. Parce qu'on doit prendre des décisions. C'est un truc qui est extrêmement long en anglais, et on doit prendre des décisions pour des choses auxquelles on n'a pas envie de penser, quoi. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un décès, qu'est-ce qui se passe s'il y a une maladie, qu'est-ce qui se passe. Et pour ça, elle était bien. Elle était là, elle nous a bien soutenus, accompagnés, elle nous a bien expliqué les choses, et c'était important. Ouais, oui, mais c'est vrai que enfin, de toute manière, hein, je pense que dès que tu dois mener une tractation avec un contrat qui engage la vie des gens et la sienne et celle de votre bébé, c'est intense. Mais pour tout le monde, parce que je suppose qu'en plus il peut y avoir des tensions qui apparaissent, alors qu'en vrai c'est des discussions que t'as pas même avec un ami. Donc bon, voilà, ça touche à des points qui sont très sensibles. Ouais, c'est clair. Et des points que, pour le coup, on n'avait pas vraiment anticipé. Enfin, c'est des petites découvertes comme ça, mais... Bon, en tout cas, voilà. Donc, première chose, si on résume, en fait, vraiment, vous conseillez de passer directement par l'avocate. Alors, je suppose qu'elle est quand même rattachée quelque part à l'agence. Eh ben non, c'est ça qui est bien. Ah, en fait, c'est pas mal, ça. il y en a, il me semble, aux États-Unis et au Canada, mais je m'avancerai pas, mais il y a des fois des genres de super agences qui regroupent un peu tous les intervenants. Tout à fait. Mais bah, nous, c'était pas le cas. Chacun était vraiment indépendant. Et je trouve que bah, c'est pas mal parce que du coup, ils se connaissent tous, clairement. Ils ont forcément déjà bossé ensemble. Mais voilà, nous, elle nous a fait une présentation objective en nous donnant des fourchettes de prix sans tenir compte de quelle agence on allait choisir. C'est pour ça qu'on avait des fourchettes un peu larges. Mais non, c'est ça qui est bien, c'est qu'elle est pas liée à telle ou telle agence et donc elle peut vraiment nous donner son avis objectif, quoi. D'accord. Mais par contre, elle était venue en France en même temps que l'agence en question. C'est ça. Oui, mais par exemple, quand elle était venue en France, il y avait un médecin d'une clinique américaine, une directrice d'une agence canadienne. Enfin, vous voyez, c'était... D'accord. Ah oui, complètement. Mais du coup, qui est-ce qui est coordonné tout ça? Parce que... Bonne question. Je ne sais plus. Je pense que c'est une asso, mais j'avoue que j'ai plus l'info. Ouais, je sais Non, plus. Non, mais ça paraît, enfin, tu vois, effectivement, tu te doutes qu'il y a quand même quelqu'un derrière qui a organisé le truc mais c'est judicieux de proposer quelque chose de très ouvert, en fait. Ouais. Ok. Et alors, du coup, donc ensuite, vous prenez contact en fonction du panel qu'elle vous a fait, vous avez réussi à cibler l'agence ou vous avez pris contact avec plusieurs agences? Alors, en fait, on a suivi le même schéma, comme on disait, de Ah nos oui, amis. c'est vrai, je suis bête. Oui. Après, je crois que c'est la clinique qu'on a contacté. En premier, ouais. Pourquoi, je saurais pas dire, mais ça nous semblait logique d'avoir l'aspect... Oui, ça semble logique. Enfin, moi aussi, ça me semble logique. Et puis la clinique va quand même coordonner un peu plus, oui, puisque du coup à la clinique ils vont recevoir
la future donneuse ovocyte, ils vont au même endroit recevoir la future femme porteuse. Enfin, oui, ouais, ils coordonnent un peu plus. Et puis, non, puis même, il fallait de toute façon commencer par eux, parce qu'avant de savoir si on va être parent, il faut savoir si on peut l'être. Donc, on avait des examens à faire, nous, en France, et des résultats à leur communiquer avant qu'on lance quoi que ce soit, en fait. Ouais, ça c'est tout à fait logique, mais c'est eux qui vous font le listing, en fait, des examens à faire. Oui. C'est ça. Il faut Là, leur vous n'avez donner. pas besoin de... Ouais, voilà, c'est pas un médecin français qui vous les dresse. Faut la faire traduire après, quand même. Oui. Mais voilà, juste ça. Après, nous, on a la chance d'être dans un cabinet super ouvert d'esprit qui nous suit depuis le début et du coup, il n'y a pas eu de problème. Oui, parce que c'est pas simple, ça non plus. Oui, on a encore eu il y a pas longtemps un écho d'un couple d'amis où leur médecin il a pris note de l'information et ensuite il leur a fait une ordonnance avec écrit en gros non remboursable, alors que faire un spermogramme, si, ça peut tout à fait être remboursé si c'est justifié. Bien sûr. Bon. Mais après, on pourra pas convaincre. Enfin voilà, tout le monde n'est pas convaincable. Oui. Voilà. Et là, donc là, l'agence vous a fait donc vous avez fait tous vos examens. Je suppose qu'il s'est avéré que vous pouviez devenir parent. C'est ça. Vous avez tout renvoyé à la clinique. Voilà. Et puis après, du coup, une fois qu'en gros on sait qu'on peut être parent, du coup là après on a démarché, on a envoyé des mails de coucou, c'est nous, à la même agence qu'avait connu, dont nous avait parlé notre couple d'amis, parce que du coup voilà, c'était dit ça a marché pour eux comme ça, on va faire pareil. Mais en même temps, quand ça marche. L'argumentaire derrière, c'est que CFC, c'est la plus grosse agence de femmes porteuses au Canada. Potentiellement plus facile de trouver quelqu'un via eux. Et ensuite, l'agence de donneuse, c'est pareil, c'est la filiale de CFC par laquelle on est passé, quoi. Ouais. Et voilà, les échos qu'on avait, bon, il y a pas mal de choses, on va pas entrer dans les détails polémiques, mais c'est qu'en gros, voilà, ils sont proches, leur client c'est la femme porteuse, mais nous ça nous va complètement. Et après voilà, ils sont pas super friendly, c'est un peu une machine. Mais voilà, encore une fois, ça nous allait. On avait à la fois l'avocate qui était là une bonne partie du temps et la clinique qui était, alors je sais pas si c'est parce que Julien est dans le médical, mais en tout cas nous c'était notre porte d'entrée, en tout cas notre support qu'on avait sur place à nos yeux en tout cas. Ouais, il y aurait beaucoup à dire sur l'agence de femmes porteuses, mais c'est vrai que voilà, encore une fois, on suivait le chemin qu'avaient emprunté nos amis, et puis en fait. Donc oui, on s'est pas tant renseigné sur d'autres agences. Là aujourd'hui, maintenant, je connais beaucoup plus d'agences au Canada, et c'est vrai que je me rends compte qu'il y en a certaines très petites qui proposent des accompagnements que eux-mêmes vont décrire familiales, parce qu'il y a très peu de monde et que du coup ils ont des rapports très très proches avec les parents d'intention. Et en fait, nous, pour le coup, on s'est dit oui, mais ces gens quand même. Alors oui, c'est formidable ce qu'ils vont faire pour nous, mais en fait, on n'avait pas forcément envie non plus de ce lien familial. On n'avait pas envie de ce lien familial avec l'agence. Nous, on voulait créer un super lien avec notre future femme porteuse, mais l'agence en elle-même. Oui. Bon, voilà. Donc oui, notre agence était beaucoup plus grosse. Parce qu'en gros, l'agence, leur objectif, ce pourquoi on les paye, c'est pour qu'ils nous aident à rentrer en contact avec une femme porteuse avec qui ça marche dans les deux sens. Et qui de tous les aspects financiers ensuite change avec elle pour qu'on n'ait pas ce genre de lien avec elle, qu'on soit juste dans le plaisir de partager cette grossesse avec elle, et que voilà, que elle voit avec eux pour se faire rembourser ses frais, et que nous on leur envoie de l'argent quand il y a besoin. Et donc on n'a pas besoin d'être amis avec eux en fait au final, quoi. Et au contraire, si on a besoin d'en râler, autant qu'on soit pas trop proche. C'est clair. Moi j'avais aimé, je me rappelle qu'ils nous avaient dit, vraiment ils avaient été hyper clairs. On avait rencontré la psychologue de l'agence, donc les femmes porteuses sont évaluées avant, pendant, après, hyper suivies. Mais nous, du coup, une fois avant. Et la psychologue nous avait beaucoup mis en garde sur, voilà, attention à bien réaliser la portée de ce que ces femmes s'apprêtaient à faire pour nous. Et bon, nous, on était hyper au clair et déjà ultra reconnaissants. Et elle avait dit un truc, c'est que l'agence de femmes porteuses, elle travaille pour ces femmes justement, et nous on viendra toujours après. Leur but à ces agences, c'est que ces femmes elles se sentent hyper bien tout le long du parcours, et elles sont, en tout cas dans notre agence,
Et on a eu après le retour avec Carrie, notre femme porteuse. Elle s'est sentie hyper suivie, encadrée, entourée, chouchoutée tout le long. Et pour nous, c'était ça le plus important. Oui, oui, c'est d'ailleurs ce qui fait que en général le Canada ou les États-Unis sont choisis, c'est pour le côté entre guillemets éthique et donc surtout de bonne prise en charge des femmes porteuses et de l'accompagnement physique et moral et émotionnel qu'on estime ne pas être forcément présent sur d'autres pays. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais en tout cas, il faut avouer que c'est l'apanage du Canada et des États-Unis. Et que ça se vérifie, puisque tous les couples que j'ai interviewés me disent la même chose, c'est que déjà ils ont gardé un lien très proche avec la femme porteuse, et en plus de ça, elle a été et eux ont été très bien accompagnés. On connaît pas de couple personnellement ayant fait des parcours dans d'autres pays que États-Unis ou Canada, donc on est très mal renseignés nous aussi sur comment ça se passe, et donc on peut pas vraiment en parler. Oui, non, je comprends. Et ça a été compliqué ou pas pour vous de trouver alors normalement on commence par la donneuse d'ovocytes, je sais pas par quoi vous avez commencé vous de votre côté. Ça a été simple, pas simple, vous aviez des choix arrêtés? Nous, les deux ont été faits en même temps, en fait, mais je crois que c'est la même semaine qu'on a trouvé à la fois notre donneuse Emma et Carrie, notre mère porteuse. Comment ça s'est fait? En fait, pour la partie donneuse, c'est un genre de catalogue, si j'aime pas trop le terme. On a à la fois des photos, mais aussi tout un historique de santé et à la fois personnel sur qui elles sont, etc., qui nous permettent de faire le choix, en tout cas de demander à travailler avec cette personne. Pour nous, ce qui était important, c'était effectivement la santé, les antécédents médicaux de la famille, pour éviter autant que possible pour que ça vienne pas impacter nos futurs enfants. Quand on a le choix. C'est ça. Non mais c'est vrai. Et l'autre point, c'était que la femme soit d'accord en tout cas soit ouverte à rencontrer l'enfant s'il le souhaitait, à sa majorité ou avant. Il y a plusieurs cas de figure. Mais voilà, c'est vrai que tous les profils où elle disait qu'elle voulait rester 100% anonyme, quelque chose que je conçois complètement, il y a aucun souci, mais nous, c'est pas ce qu'on voulait. On voulait que si jamais un jour Nathan nous pose des questions, qu'il puisse rencontrer, ou en tout cas rentrer en contact avec cette personne. Et nous, on a eu encore plus de chance, c'est parce que Emma, on l'a rencontré quand on était au Canada. Donc elle a rencontré Nathan, et on est encore en contact, on s'écrit de temps en temps, donc c'est assez chouette, je pense qu'on a vraiment beaucoup de chance par rapport à ça. Ouais, c'est vrai que sur leur profil, alors oui, il y a bien sûr les descriptions physiques, les antécédents médicaux, mais je trouve qu'il y a beaucoup un peu de personnel aussi sur qui elles sont, ce qu'elles aiment, ce qu'elles font dans la vie, même lors de leur hobby. Donc c'est vraiment, en voyant les profils, on se dit, elle a l'air hyper sympa ou hyper on a envie de rentrer en contact avec cette personne et éventuellement de faire ce projet ensemble. Oui, voilà, il y a aussi mentionné leur motivation, par exemple, pourquoi elles le font, pourquoi elles le refont pour certaines, enfin voilà. Parce qu'Emma, c'est la 3e fois alors qu'elle a que 24 ans. Ah ouais, elle est toute jeune. Ouais. Bon, en même temps, je sais que c'est un critère important. Les deux sont souvent jeunes, parce que plus jeune égale plus fertile a priori. C'est ça, plus fertile, de meilleure qualité. C'est horrible de réduire à ça, mais c'est vrai. Ouais, mais pour le coup, apparemment, c'est biologiquement vrai, peut-être. Oui, complètement. D'accord. Donc elle, vous avez eu un contact avec elle? Vous avez fait une visio ou quelque chose comme ça initialement? Je crois que c'était après le don, non? Ou c'était avant? On a fait un WhatsApp avant. Oui. Mais en fait, elle voulait pas du tout être intrusive. Elle nous disait c'est trop gentil. Elle osait pas trop nous poser de questions. On disait mais non, mais pas de souci quoi, vas-y. Mais c'est parce qu'en fait, elle l'avait donc déjà fait. Elle avait déjà fait des dons et elle savait que ses ovocytes avaient entre guillemets déjà été utilisés pour un précédent couple et elle avait pas eu de contact du tout avec cette famille précédente. Et donc, je pense qu'elle savait pas trop sur quel pied danser avec nous. Alors que nous, on était hyper ouverts pour la rencontrer, pour discuter, etc. Donc ça s'est fait naturellement, ouais. Ouais, c'est chouette. C'est important à mon sens après c'est à mon sens, mais quand on peut le faire, effectivement, la relation personnelle et donc ne pas être anonyme. Enfin voilà, c'est tout un parcours qui nécessite de rencontrer les gens quand même. Quand on peut. Nous, lesbiennes, on rencontre rarement les donneurs. Ouais. Mais si on en a l'occasion, je pense qu'on le ferait, si on en avait l'occasion. Ouais. Et après, quand même, à la différence avec notre femme porteuse, avec Carrie, c'est que
du fait qu'elle soit beaucoup plus jeune, Emma, elle était aussi encore dans ses études, elle préparait son mariage. Donc, de toute façon, il y a naturellement quelque chose qui fait que on avait beaucoup moins de contact avec elle qu'avec Carrie. Et voilà, on a gardé contact, on continue de s'envoyer des nouvelles, mais ça reste moins souvent aussi, quoi. Puis elle a pas la même implication. Oui. Mais oui, puis elle est pas dans le même stade de vie. C'est ça. Et c'est très probablement ce qui fait qu'elle arrive plus facilement à donner. Oui, sûrement. Il y avait un truc aussi, c'est que Emma, donc notre donneuse, sa mère avait été plusieurs fois femme porteuse. Donc oui. Genre 4-5 fois. Ouais. Elle baignait un peu dans cette ce truc où vraiment le don de soi, l'ultra empathie, don de soi, comme ça, c'est quelque chose qui l'a motivée, avec laquelle elle avait grandi, quoi. Ouais, mais complètement, effectivement, c'est presque transgénérationnel. Ouais. D'accord. Et du coup, Carrie, vous l'avez rencontrée, donc là, vous l'avez choisie en tout cas la même semaine, vous l'aviez rencontrée aussi. Comment ça s'est fait Alors Carrie, c'est marrant parce que c'était un peu... En fait, à la base, on a reçu de l'agence, du coup, 4 profils de femmes qui voulaient être surrogate. Mais ils nous ont dit, c'est pour que vous voyez à quoi ressemble un profil. C'était vraiment rien de trié. Pas de tri, ouais. Si tu veux, dans le lot, il y en avait une qui écrivait noir sur blanc qu'elle ne voulait pas travailler avec un couple homosexuel. 2 autres qui étaient contre l'avortement à tout prix. Et nous, on voulait avoir le choix en cas de gros problèmes de santé, de développement, de trisomie, ce genre de choses. Et puis il y avait Carrie dans les 4. Qui venait de s'inscrire. Petite bonne femme parce qu'elle est pas très grande. Elle avait 43 ans à l'époque. Et vraiment, on a flashé sur son profil. Toute sourire. Tu m'as dit qu'elle avait quel âge? 43 ans. D'accord. On l'a rencontrée. Au Canada, les femmes porteuses peuvent être femmes porteuses jusqu'à 45, puisque du coup, il est estimé que puisque génétiquement il n'y a rien, oui, bien sûr. Il n'y a pas de risque pour l'enfant. C'est plus après elle, en fonction de comment se sont passés ses précédents accouchements, voilà. Mais elle savait, elle avait envie et le projet, mais elle savait que ce serait l'unique fois, quoi. Oui, par la force des choses, oui. Évidemment. D'accord, ok. Et vous étiez à l'aise avec ça parce que peut-être que vous aviez envisagé de faire un petit frère ou une petite sœur à Nathan et vous auriez peut-être pu avoir envie d'avoir la même femme porteuse? Alors c'est hyper intéressant parce que à l'époque, oui, on envisageait un deuxième. Et on en avait parlé d'ailleurs. Et on en avait... À ce moment-là, en disant qu'on savait que ce serait pas avec Carrie. Mais déjà, à l'époque, on savait pas du tout ce que c'était d'avoir une femme porteuse et l'implication et la place qu'elle allait avoir dans notre vie par la suite. Et du coup, on s'était dit on s'était pas dit que ce serait un problème de le faire avec une autre famille. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu l'argument qui fait qu'on se lance pas. Oui. C'est pas le seul. Mais... Oui, non, mais je comprends. Hein. Vous partagez à 3 une expérience que personne ne peut connaître, quoi, et qui est hyper intense. Et je pense que, comme quand on se pose la question de si on va aimer un deuxième enfant comme on aime le premier, je suppose que tout le parcours, la question se pose aussi, quoi, en fait. Ouais. Et je voulais dire une précision aussi sur ce que tu as dit. En fait, les femmes porteuses, en tout cas dans notre agence au Canada, c'est pas nous qui les choisissons. En fait, c'est elles qui choisissent les couples avec qui elles veulent entrer en contact. Et du coup, nous, c'était le hasard que on nous a envoyé des profils juste comme ça pour information. Et on a dit, celle-ci a l'air très sympa. On aimerait bien que vous lui demandiez si elle veut rentrer en contact avec nous. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et elle nous a validé, à regarder notre vidéo de présentation donc qu'on avait dû faire. Et mais voilà, c'est vraiment les femmes porteuses qui sont à l'initiative de. Oui, tout à fait. Ça, je savais. C'est moi qui ai mal précisé effectivement, mais et je trouve que c'est hyper positif. Oui, tout à fait. Et donc du coup, elle vous a sélectionné. Oui. Ce qui explique en fait quand même la rapidité de votre parcours, c'est que tout s'est emboîté, enclenché comme il faut en fait. Ouais, c'est assez rare. Alors, on connaît d'autres couples avec qui c'est vite. Ouais, mais nous, notre parcours, c'est une pub. Enfin, ça a été exceptionnellement rapide. Tout s'est vraiment super bien passé. Tout le monde était hyper au clair. Tout le monde est heureux. Tout le monde est en bonne santé. C'est merveilleux. Mais c'est vrai que tu le soulignes, Guillaume. Mais vous étiez en plein Covid. Ah oui. Non, mais c'est une composante
de malade qui s'ajoutent en fait. Enfin, Oui, parce que normalement ton don, le don de sperme, tu vas au Canada pour le faire, hein, c'est la logique. Mais là, on pouvait pas voyager, donc on va dire qu'entre guillemets, ça nous a ralenti, quoi. Ça a fait qu'on n'a pas pu malheureusement rencontrer avant la clinique, les intervenants, enfin tous ces gens avec qui on travaillait à distance, on n'a pas pu les rencontrer. Et du coup, ils ont mis en place, parce que pour eux aussi c'était nouveau, ils ont mis en place un système de kits avec des bonbonnes d'azote gigantesques qu'ils envoyaient par FedEx. oh là là. Et du coup, on a reçu ça un soir et voilà. Et il y avait un protocole hyper carré. Voilà, vous avez 3 jours pour faire ça, parce qu'il y avait le don de sang, mais il fallait aussi faire Fallait envoyer des urines, ça va. l'urine et du sang. Mais le sang, c'est plus compliqué aussi. Il y avait plusieurs choses. En France, à tu ne envoyer. disposes pas de... Bah ouais, non, tu peux les prélever, mais tu peux pas récupérer ton tube. C'est ça. Non. Donc, il faut avoir des amis. Il faut avoir des amis infirmiers et c'était mon cas, donc c'est parfait. Toxicomane, mais nous, c'est infirmier. Donc c'était vraiment en plein. Je crois que c'était pendant le 2e confinement, ça. Oui. Le soir, là. Oui, voilà. Donc, c'est... Bon, non, mais en plus, on savait pas franchement à quelle sauce on allait être mangé. Je sais pas du tout comment c'était au Canada, mais je sais que le travel ban, mais si, il y était aussi, il était posé au Canada. Enfin, il y avait pas de voyage possible. aucun an. Ils ont rouvert les frontières, je crois, 15 jours avant qu'on parte pour le Canada. Donc, Non, ils ont rouvert bien avant. Ah Mais oui. avant, il y avait l'histoire du motif où on n'était pas sûr de pouvoir Ouais. passer. Il y avait surtout l'histoire de 15 jours de quarantaine. Ah oui, voilà. Dans un hôtel hors de prix. Enfin, un hôtel, et ça a été levé 15 jours avant qu'on y aille. Oh là là. Mais, L'intensité du truc. au milieu de tout ça, ça semble un peu dérisoire, en fait, avec tout ce qu'on vit, quoi. Non, mais c'est sûr, mais c'est quand même, enfin, ça simplifie pas les choses, quoi. Oui, ça rajoute un petit peu de stress par moment et des petits pics comme ça. Et en même temps, je pense que ce projet bébé, c'est quelque chose qui nous a aussi fait beaucoup de bien pendant les confinements. D'avoir ça en plus de la routine enfin, moi, je travaillais énormément en plus parce que, il y avait besoin à ce moment-là. Julien, lui, était en arrêt, du coup, Dans le premier confinement, pendant le premier confinement, donc, et voilà, c'est quelque chose quand même qui nous a un peu fait un fil rouge sur cette période, on va dire. Et c'était quelque chose de très positif, quoi. Oui, non, mais c'est sûr, avoir des projets dans un temps où le monde est arrêté, je pense que c'était essentiel. C'est ce qui a fait tenir beaucoup de monde, et ceux qui n'en avaient pas, je pense que ça n'a pas dû aider à la santé mentale globale, on va dire. Ok, ouais, moi je pense que ça aurait rajouté une dose d'angoisse. mais en même temps, enfin, je suppose que c'est galvanisant, quoi. Enfin, voilà, c'est parce que les choses, elles avançaient quand même. C'est ça qui est assez. On avait l'impression que le monde était à l'arrêt. Donc moi, en tête, j'avais que, voilà, tous les couples qui étaient en parcours étaient à l'arrêt. En vrai, au fur et à mesure que j'enregistre, et particulièrement maintenant, puisque, voilà, il y a 2 ans de recul, les bébés sont là, donc on se rend compte que finalement, les choses, elles ont continué à avancer. Et que on s'est réinventé, qu'on a trouvé des solutions. Enfin, effectivement, je pense que c'est pas simple d'envoyer depuis le Canada une bonbonne FedEx avec de la glace cryogénique. Enfin, c'est un peu ça, ouais. Et puis vous vous êtes improvisé préleveur quelque part aussi. C'était un grand moment. Mémorable. Je me doute que ça a dû être intense. Mais vous avez réussi à tout renvoyer et puis la preuve en est que ça fonctionne, quoi. Oui. Après, ils nous ont détendu un peu en nous disant que, en fait, leur bonbonne d'azote, là, une fois que tout est dedans, ça peut tenir quand même, je crois que c'était genre 15 jours. Ouais, c'est ça. Elle a le temps de se perdre un peu, quoi. Bon. Après, j'avoue que quand le livreur est venu la chercher, là, pour qu'on la renvoie, j'étais pas hyper serein. Je lui ai dit... Il a besoin de le suivre en voiture. Vous ne la perdez pas. Tu m'étonnes. Non, mais je vais l'emmener moi-même. Ah non, je Ah non, on pouvait pas. Ouais, non, mais c'était bien le problème. Et donc, ils vous ont prévenu qu'ils avaient bien tout réceptionné, que tout était en bon état, entre guillemets. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. T'avais un suivi, t'avais tout ça quand même. Et puis après, voilà, sur place, ils analysent. Oui, mais ils disent que ça arrive en bon état, oui, c'est ça. Mais ça reste du tissu, enfin, je sais pas si on peut dire du tissu humain, mais comment ça voyage, c'est quand même, normalement, on n'a pas le droit de faire, en tout cas en France, de véhiculer des gamètes, déjà. Ouais. Là, il y avait écrit en gros biohazard sur notre tube, mais sur notre bonbonne, mais je sais pas ce qui était précisé. J'avoue que j'ai pas fait attention. Je leur ai fait confiance. Je sais pas ce que l'aéroport s'imagine transporter, mais j'imagine que si à la douane il y avait un moindre doute ou un problème, de toute façon ils laisseraient pas passer. Donc. Bah non, mais puis j'imagine qu'ils ont pas ouvert. Enfin, t'imagines s'ils ouvrent au niveau de la conservation? C'est foutu, je pense. Oui, c'est foutu, mais non, ça a pas posé de problème. Donc il doit y avoir quand même des autorisations spéciales. Pour le médical, il doit y avoir des choses spéciales. Et puis peut-être que les caissons, ils passent au rayon X. Enfin, tu vois, ils sont prévus pour passer au rayon X, qui vérifie qu'il y a rien dedans, quoi. Enfin, rien de dangereux, dirons-nous. Donc ouais.
Ok, non, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Enfin, moi, je trouve ça dingue. Et alors, du coup, donc, ils reçoivent ça. Vous aviez votre donneuse d'ovocytes. Je suppose que assez rapidement, ils font la mise en relation, C'est ça. on va dire, des ovocytes et des spermatozoïdes. Vous saviez combien vous aviez réussi à obtenir d'embryons au total à la fin? Oui. Alors à la fin, en fait, il y a plusieurs étapes. Il y a au début, on te dit combien ils ont prélevé d'ovocytes. Après, combien peuvent être fécondés. Et après, ils les laissent se développer pendant 5 jours. Du coup, ouais, et donc il y a, je sais plus combien il y en avait au tout début, donc après prélèvement, je crois qu'il y en avait 33, quelque chose comme ça. Ah ouais, Beaucoup, c'est énorme. Ouais, c'était beaucoup. Alors après, ils sont pas tous viables déjà, donc il y a un premier tri qui est fait. Ouais. Après, direct, ils les inséminent, je pense qu'on dit. Enfin, en tout cas, voilà, ils Ouais. font matcher nos spermatozoïdes avec moitié moi, moitié Julien, avec du coup les ovocytes pour faire des embryons. Et en tout cas, ils laissent se développer pendant 5 jours Mhm. pour voir ceux qui prennent, ceux qui prennent pas. Et à l'issue, il nous en restait 8, 4 chacun. Ouais. Ah oui, parce que du coup, vous aviez envoyé tous les deux votre sperme et vous saviez, en fait, ils ont pas fait de, je sais pas comment ils appellent ça, c'est pas une loterie, mais Non, alors Non. ça, eux, de toute façon, ils ont besoin de savoir, pour des questions, je pense, légales, qui est le géniteur de chaque embryon. d'accord. Ce qui est possible de faire parfois, et ce qu'on a des amis qui le font, c'est qu'en gros, on dit à la clinique, vous mettez l'embryon qui est pour vous le meilleur, et nous, on veut pas savoir qui est le géniteur avant la fin. T'es obligé de le savoir avant la naissance de l'enfant. Ça, c'est en tout cas au Canada. Mais non, nous, on en avait parlé, on était d'accord sur qui serait le premier géniteur, comme tous deux papas. Et donc voilà, donc on leur a dit, et ils ont pris donc le meilleur parmi le lot d'un de nous deux, D'accord. et voilà. Ok. Et Eh là, bien, on arrive le 14 février 2020, 2021 2021. 2021, ouais. Et Carrie est à la clinique, et on fait une petite visio pendant que le premier embryon, et le seul d'ailleurs qu'on a utilisé, est inséminé. Waouh. L'aboutissement. Et finalement, vous aviez commencé quand? Vous m'avez dit février 2020, Ouais, c'est ça. donc un an plus Quasi un tard. an. Mm. D'accord. Ok. Et du coup, si vous me dites que c'est le seul qui a été utilisé, ça veut dire que ça a donc fonctionné du premier coup. Ouais. C'est ça. Parcours express en même temps, on a dit. On n'avait pas le temps. Pas d'avancer. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de, je sais pas comment dire. J'ai l'impression qu'il y a, de mon côté en tout cas, il n'y a pas eu de grande joie ou d'effet d'annonce quand on a su que, a priori, ça avait pris et qu'elle était enceinte, parce qu'en fait, ça vient par plein d'étapes, mais qui sont très médicales, et où du coup, je crois que c'était hyper rapide, mais au bout de quelques jours à peine, on nous a dit, bon bah voilà, première prise de sang, ça donne ça, c'est positif. D'accord. Mais en même temps, on dit bien, c'est positif, mais on dit pas encore on dit rien. Ouais. On te dit juste que la prise de sang, c'est positif. Donc nous, moi, en tout cas, je me rappelle que j'ai reçu ce mail du Canada, c'était en pleine nuit. Enfin, en pleine nuit. En tout cas, Guillaume dormait, et je me suis dit, mais faut que je le réveille, je le dis, je partage. Et en même temps, c'est une annonce, mais pas vraiment. Mais c'était le seul truc qu'on avait au début, quoi. Ouais, mais c'est vrai que ça fait très protocolaire, donc il n'y a pas d'émotion dedans. Bah non. Et du coup, bah voilà, on se met à y croire parce qu'on nous dit que bah voilà, ça suit son cours, que le taux de ci et de ça, il est toujours bon, donc c'est en faveur d'eux, mais on te prononce pas encore le mot vraiment, quoi. Donc après, bah on fait comme beaucoup, on a attendu quelques mois avant de se dire ok, là c'est bon, c'est vraiment parti, quoi. Ouais, parce qu'on vous dit même pas à partir de quand vous pouvez vous projeter, quoi. Bon, c'est un trimestre. Ouais, c'est ça. Globalement, c'est la première écho, quoi. Le trimestre, t'as beaucoup moins, enfin, t'as quasiment plus de chances de Mhm. fausses couches, même s'il existe encore. Enfin, en gros, par rapport mais c'est pareil partout, je pense, hein, comme en France. Ouais, mais c'est vrai que c'est ce qui est particulier avec une GPA et en plus de l'autre côté de l'océan et en plus en période de Covid où tu peux pas y aller. Ouais. C'est vrai que t'es là mais t'es pas là parce que t'es très loin. Et moi vraiment le moment où j'ai pas pris conscience, parce que j'avais déjà conscience, mais il y a eu un moment, un gros coup de fouet, prise de conscience, c'est quand on a fait la petite cérémonie gender reveal avec Carrie. En fait, elle savait donc de quel sexe était l'enfant, et elle a fait un petit gâteau en nous disant, on lui avait dit que nous bleu et rose ça nous plaisait pas trop, parce que ça nous rappelait trop la manif pour tous. C'est vrai.
Du coup, elle a fait vert violet. En gros, elle avait fait un gâteau. Elle était avec ses 2 enfants et son conjoint, et ils ont du coup coupé une part. Et donc nous, on était dans le salon de mon père en visio sur Skype ou je sais plus quel site. Et il y avait donc toute la famille, quoi. En tout cas tous les grands-parents et ça faisait vraiment petite fête. Tout le monde était, enfin, c'est marrant parce que tout le monde était impliqué dans la famille. C'est vrai que c'est pas, on oublie que c'est un projet qui impacte la famille de la femme porteuse, et souvent ils sont en cooptation, on va dire, de ce projet. Ouais. Et on n'en avait vraiment pas pris la mesure à ce point avant d'y aller, quoi, parce que on savait que oui, son compagnon la soutenait, que ses enfants étaient aussi au courant et soutenants, mais c'est vraiment en y allant qu'on s'est rendu compte que nous, on a l'impression qu'on a agrandi notre famille énormément, et c'est marrant parce que on est resté quand même 2 mois, mais on a rencontré les parents d'un tel, la tante d'un tel, les voisins, tout le monde était au courant, tout le monde était ultra bienveillant et soutenant, et c'était bon de savoir qu'elle était aussi soutenue, elle aussi, de son côté. Et finalement, la culpabilité qu'on pouvait avoir un peu pendant, de se dire on est loin, on n'est pas aussi présent qu'on aimerait l'être, finalement on s'est dit ok, ça fait plaisir à voir, mais elle était clairement pas toute seule, quoi. Ouais, non, mais je pense que et d'ailleurs, je pense que ça doit être un des critères de choix aussi, entre guillemets, de l'agence, quand ils recrutent des femmes, parce qu'ils les recrutent quand même à un moment donné, les femmes porteuses, c'est de s'assurer qu'elles sont bien entourées au cas où, quoi. Ouais. Et alors, ce gender reveal? Du coup, c'est un garçon. Oui, sans grande surprise. Est-ce qu'il s'appellera Léon? À ce moment-là, on doit se poser la question, est-ce que ce sera un Léon? Non, par contre, ça a directement embrayé sur les débats, du prénom, je crois. Parce qu'on avait déjà le prénom. Oui, nous, on savait, mais les familles, on savait pas. Ils savaient pas. Donc, tout de suite, ils ont commencé à faire des spéculations sur les prénoms. Oui, parce qu'avant, on avait fait aussi le petit questionnaire. Oui. Parce que c'est des amis qui avaient fait ça, on s'était amusé à faire ça. C'est un genre de petit questionnaire un peu pronostic qu'on a envoyé à des amis, à la famille, sur à votre avis, quel serait le nom si c'est une fille, si c'est un garçon. Est-ce que ce sera un garçon ou une fille, puis le poids, la taille, la date de naissance, avec un petit lot à gagner. Je sais plus ce qu'on avait ramené. Je crois des moufles. Des moufles du Canada. On a ramené un truc du Canada. Ouais. Excellent. Et alors, du coup, votre révélation à vous, de petit garçon, comment ça, enfin, c'est à ce moment-là que vous prenez conscience, quoi. Moi, en tout cas, ouais, c'était plus un. Ça devenait concret, en fait. Un bouillon, quoi. Ouais. Voilà, ça devenait un bébé. Enfin, ouais, c'est devenu un bébé à ce moment-là, même si c'était encore un embryon. Et voilà. Et ouais, je sais pas comment tu l'as vécu toi quand t'es devenue maman, mais d'un coup, tu te projettes différemment. C'est cool parce qu'en plus, on a beau. T'incarnes le bébé. C'est ça. Et on a beau essayer de se déconstruire toutes ces questions de masculinité, féminité, etc. Nous, dans notre vie d'adulte. Par rapport à un enfant, ça le rend tellement plus concret, en fait, ce moment-là, quoi. Ça te permet de te projeter. Si un jour il veut s'appeler Nathalie, il y aura aucun souci pour nous quand on l'accompagnera jusqu'au bout. Mais en tout cas, c'est vrai que nous, je sais pas, on avait la vision en France, en général, quand on apprend le sexe, c'était autour de 5 mois. Ouais, c'est 5 mois. Et en fait, là, on l'a su bien avant. Ah oui, d'accord. 2 mois. Ah ouais, 2 ou 3 mois avec une prise de sang. Et on avait demandé, mais c'est quoi le taux de... C'est sûr, quoi. Est-ce que c'est sûr, quoi? Est-ce qu'on est sûr de ce résultat de prise de sang? Ils nous ont dit, c'est 99. On dit, bon, c'est pas mal, du coup. Et c'est presque plus sûr qu'une échographie, en fait. Ouais, complètement. Parce qu'à l'écho, il y a des surprises, quand même, des fois. Oui. Ah ouais, j'ai entendu chez Petit une collègue qui pensait qu'elle allait avoir une fille, et au final, non. À la naissance, un garçon. Et c'est dur, parce que quand tu t'es projeté, c'est pas facile de faire le chemin arrière. Nous, c'est à la 3e écho où on nous a confirmé que c'était 3 filles, les triplés, mais il y a eu un doute longtemps. C'était marrant. Et alors, du coup, parce que, franchement, confinement, je me doute que vous avez quand même dû vous poser la question de savoir si vous pourriez aller récupérer votre bébé, parce que c'est pas simple. Parce que, il y a le fait d'y aller, mais il y a aussi le fait de revenir. Et les règles sont pas les mêmes dans les deux sens, quoi. Après, on va encore reparler de Cédric et Johan, mais là, eux, en fait, leur bébé est né en mai 2020. Et ils ont fait comment? Premier confinement, et ils ont pu y aller, ils étaient quasiment tout seuls dans l'avion. Et voilà, ils ont eu la quarantaine qui était très très stricte, etc., plein de choses. Mais voilà, en fait, en plus, leur petit garçon, il est né aussi en Ontario, même province que nous, donc les règles étaient très similaires. Et donc, en fait, voilà, ça, en tout cas, moi, c'était un soulagement. Enfin, voilà, en me disant que ça a été possible pendant le premier confinement, ça sera possible après le 3e, quoi. Mais c'est sûr que quand t'as déjà l'exemple, mais moi, je pensais même pas qu'il y avait des avions qui volaient. Ah, si, très peu, apparemment, mais c'était parti de Genève, je crois. Enfin, c'était tout un périple. Et puis,
un gros coup de stress pour eux en termes de parce qu'il fallait avec les avocats, des poids, des trucs et tout à droite à gauche pour avoir des laissez-passer très spécifiques. Ouais. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont partis de Genève parce que je pense qu'en France ils voulaient pas les laisser partir forcément pour ce motif-là. Et mais du coup voilà, tout ça c'est quand même bien goupillé et on se dit bon bah si eux on peut le faire. Voilà, nous ce qu'on disait c'est qu'au pire on aurait 15 jours de quarantaine quoi. Oui, voilà. 15 jours de quarantaine dans chaque sens. Bon, alors évidemment avant l'arrivée de bébé, c'est pas très grave. Encore que je suppose qu'il faut prévoir de partir 15 jours avant, du coup, de la date prévue. Bah, du coup, on avait prévu de partir un mois avant. Ouais. Mais... Alors, avec ce petit laps de temps, puis avec le cas de, bah voilà, il peut arriver un peu en avance. D'accord. Et après, du coup, en rentrant, 15 jours de quarantaine aussi, mais bon, finalement, une fois que vous êtes en France, quoi. C'est ça. En France, voilà, on a bien suivi un peu comment ça se passait. La quarantaine était gentille, quoi. Ouais. Il y avait zéro contrôle, c'était, allez, sois gentil, tu restes chez toi, mais bon. On va pas vérifier. Globalement, il n'y avait pas franchement de contrôle, même quand tu avais le Covid, hein, on t'imposait pas de rester, enfin, on te disait faut rester chez toi, mais il n'y avait pas de contrôle, quoi. Donc, bon, après. Et du coup, vous êtes resté parce que le truc aussi, c'est que tous les services administratifs étaient au ralenti. Donc, pour obtenir les papiers pour Nathan, ça a peut-être été compliqué, non, pour repartir du Canada? Au Canada, on n'a pas eu le sentiment que c'était si au ralenti que ça. Enfin, il le disait, mais en pratique, voilà, en moins de 4 semaines, on a tout eu. Hein, donc, ouais. Nous, la difficulté qu'on a eu au Canada, c'était pour avoir le jugement. Parce que pour avoir 2 papas sur un acte de naissance, ce qu'on voulait, il fallait un jugement. C'est pas juste un acte de naissance lambda, on va dire, entre guillemets. Et là, le juge était un peu lent, et notre avocate, on a dû changer d'avocate parce qu'elle n'était pas dans la bonne province, la première. Elle nous disait, bah, je vais essayer de le pousser un peu, mais en même temps, si je l'embête trop, il risque de vous mettre sous la pile. Ouais. Et voilà. Et pour tout te dire, on a eu l'acte de naissance la veille du départ. Oh la vache, le stress. En fait, jusqu'au dernier moment, on s'est dit, on n'annule pas nos billets d'avion, enfin on les repousse pas parce que de toute façon il fallait repayer et ça coûtait un rein. Donc on s'est dit, bah on va attendre jusqu'au dernier moment. Et moi, 48 heures avant l'avion, je suis allé au bureau des passeports, enfin au bureau pour faire le passeport, sans acte de naissance du coup. Mais par contre, on avait reçu quand même des papiers avec un jugement qui stipulait qu'on était bien les 2 papas, etc. On n'avait juste pas le papier acte de naissance. On avait un jugement qui disait la même chose. Oui, c'est ça, on avait eu le jugement, mais en fait, après, il fallait envoyer le jugement pour avoir l'acte de naissance ailleurs, à Toronto, et bon, bref, voilà, tant que tout se copie bien, il y a quand même quelques jours de délai, même si les Canadiens sont quand même super réactifs quand il faut, quoi. Ouais. Comme nous. Et au bureau des passeports, donc après quand même 6 ou 7 heures d'attente, parce que je sais pas, tout le monde avait décidé de refaire son passeport à ce moment-là, apparemment. Prévision de vacances. Non mais en plus, 6 ou 7 heures, et j'étais même pas sûr que ça marche, parce que j'avais pas l'acte de naissance, alors qu'il y avait vraiment écrit en gros les papiers nécessaires pour faire un passeport, bah c'est ça. Et en fait, j'ai expliqué notre situation, et il y a un mec, je me rappelle, qui m'a dit, et je me suis dit, ah vraiment, le Canada. Il y a un mec qui m'a dit, on va tout faire pour que vous puissiez rentrer chez vous à la date prévue. Et du coup, ils ont tout pris en main, ils ont appelé plein de trucs à droite à gauche. En fait, ils ont vérifié qu'on avait bien une procédure qui était en cours, qu'en gros notre acte de naissance, on l'avait pas encore, mais ça allait arriver. Ils ont appelé, il y a plusieurs trucs comme ça quand on fait des papiers au Canada. Il faut qu'il y ait un Canadien qui se porte garant de nous, quelqu'un qui soit sur le sol depuis plusieurs années et qui nous connaisse depuis plusieurs années. Donc ça tombait bien, on avait une amie sur place. Donc voilà, ils ont tout fait ça et du coup ils ont dit ben voilà, la procédure accélérée c'est 24 heures pour avoir votre passeport. Donc si vous n'avez pas de nouvelles de nous dans les 24 heures, c'est qu'a priori c'est bon, vous pouvez revenir demain chercher le passeport. Et du coup ben en 24 heures on a notre passeport. Waouh. Non mais c'est vrai que et on a reçu les actes de naissance par la poste le matin où on partait et du coup on est parti l'après-midi comme prévu. Avec tous les papiers en bonne et due forme. Avec tout, ouais. Parce que théoriquement, l'acte de naissance, on aurait pu se dire, ben, on nous les enverra après par la poste en France, mais en fait, c'est que, oui, théoriquement, t'as besoin que du passeport pour voyager, mais en fait, c'est au cas où, à l'aéroport, ils demandent de prouver qu'on est bien les parents, c'est pour ça qu'on nous avait conseillé d'avoir l'acte de naissance avec nous, mais du coup, on l'avait, on nous l'a pas demandé, mais on l'avait. Ouais, ce qui était bien le principal. Et du coup, toi, t'as commencé à illustrer toute cette aventure. Oui. À partir de quel moment? Je me rappelle pas du tout de comment est venue l'idée. Mais je réfléchissais un peu avant. Ouais, en fait, alors j'ai commencé à faire les premiers dessins avant sa naissance. Je crois que j'en avais fait 3 ou 4.
J'avais un rythme beaucoup plus soutenu quand on était au Canada que par rapport à maintenant. Même au tout début de la naissance, hein, il dormait quand même pas mal, donc c'est vrai que j'arrivais à faire un dessin tous les 2-3 jours. Là, c'est plus le cas. Mais en fait, je crois que c'est vraiment parti d'un souhait de faire un projet totalement personnel pour Nathan. En gros, je m'étais dit, plus tard, je lui imprimerai tout, je mettrai une reliure et c'est parti, quoi. Et comme ça lui fera un petit souvenir pour lui, juste pour lui. Et puis finalement, je sais pas, on a dû, ça a un petit peu marché sur Instagram et j'ai eu des très bons retours et des retours positifs et beaucoup d'encouragement et je me suis rendu compte qu'en fait on apportait aussi de la visibilité et j'ai eu beaucoup de messages reconnaissants en ce sens de famille ou futures familles qui disaient que c'était trop chouette de montrer que oui c'est possible et du coup voilà on s'est trouvé un peu militant aussi et du coup le compte a continué et voilà et finalement c'est un projet pour devenir un livre mais pas que pour Nathan, un vrai livre. Ouais, tu penses y mettre une histoire ou juste un livre d'illustration? Ça, c'est la grande question. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, il n'y a pas de texte. Il y a juste les dessins et juste les dessins. Mais c'est vrai que chaque papa pourrait inventer son histoire. Enfin, tu vois, chaque couple de papa pourrait inventer son histoire autour, quoi. Ouais. Ouais, mais là, voilà. Le projet mûrit sur pour qui, pourquoi, comment. Donc c'est en cours. Pour l'instant, c'est surtout dans ma tête, mais c'est en cours. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on pourra admirer ton travail sur le prochain Family Pride Festival. Oui, je suis très très heureux qu'on nous ait proposé de participer donc au Family Pride Festival au mois de mai prochain et qu'on m'ait en plus proposé de pouvoir montrer mon travail et mes illustrations. J'en suis très très fier d'avance. Et nous aussi. Voilà, c'était la petite minute promo. mais c'était important parce que c'est ce que je te disais hors micro. C'est vrai que on n'a pas tant que ça d'initiatives de papa, et s'il y en a et qu'on les connaît pas, faut vraiment venir vers moi. Voilà, moi j'ai vraiment à cœur de mettre en lumière les initiatives qui sont prises parce que visibiliser nos familles, c'est un acte militant. C'est montrer que nos familles, c'est comme ça en fait qu'on les normalise. En fait, nos familles, elles font partie de l'espace public. Et c'est ça. Et j'avais pas notion avant que juste ça, être visible, c'était militer. Et vraiment, maintenant, je m'en rends compte. Et ouais, non, je suis très très fier de ce que ça a pu apporter ou à certains. Je me rappelle d'un message que j'avais reçu au début de l'existence du compte d'un jeune, très jeune, gay qui devait avoir, je crois, 17 ans, qui m'avait dit: oh là là, mais je savais pas qu'on pouvait être papa quand on est gay. Moi, j'ai 17 ans et justement, j'étais là à me dire qu'il faut que je fasse mon deuil et tout. Et là, ça me donne de l'espoir pour plus tard. Je suis trop content. Et ça m'avait tellement touché. J'étais trop heureux de ce message. Bah oui, mais tu m'étonnes. Et en fait, tu vois, en faisant, même si on a des initiatives qui nous paraissent à nous toutes petites, en fait, elles servent systématiquement, et c'est ce genre de messages qui te font dire que, en fait, t'as bien fait de. Ouais. Alors toi, au départ, tu le faisais que pour ton fils, et finalement, en visibilisant, voilà, tu sers à la communauté. J'en suis très heureux. Et après, nous, on a toujours eu à cœur de montrer une parenthèse. Enfin, comment dire ? Depuis du coup que j'ai créé ce compte, je vois et j'ai suivi beaucoup d'autres comptes familiaux, on va dire, de couples gays, de couples hétéros, et je trouve qu'il y en a beaucoup, mais ça c'est Instagram, il y a beaucoup de comptes très beaux, oui. Avec des familles radieuses, des intérieurs très rangés, des gens hyper bien coiffés, et toujours des sourires. Et moi, j'avais justement pas du tout envie de montrer ça. Je voulais montrer ce qui était pour moi ma réalité, et en l'occurrence, la réalité, c'est qu'au début, les premiers mois, ça a été un tsunami incroyable. Et du coup, je voulais parler de ça aussi, des difficultés, des doutes, voilà, montrer que être parent, ça change la vie, mais que ça bouleverse aussi, et qu'il y avait donc il y a du merveilleux, heureusement, et il y a des épreuves pour moi. Et du coup, j'avais vraiment envie de parler de ça.
je trouve que ça a été plutôt bien reçu et je trouve ça beaucoup plus intéressant pour moi d'être vraiment transparent et de parler de sujets un peu tabous comme l'attachement qui se crée pas forcément à la seconde où l'enfant est né, ou la relation qui se construit petit à petit, enfin plein de choses comme ça. Ouais, ce serait peut-être intéressant qu'on s'enregistre un épisode là-dessus. Avec plaisir. Trop bien. En fait, tu vois, c'est souvent les mamans qui parlent de ça, mais jamais les papas. Et je pense que c'est important parce que je pense que vous, en plus, par rapport à l'attachement, vous avez encore un autre truc qui se joue, tu vois. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup, Guillaume et Julien. Voilà, on a traité une partie. Alors, il y a des parties qu'on n'a pas du tout abordées dans cet enregistrement, mais du coup, on vient de se dire qu'on les aborderait très certainement plus tard. Mais en tout cas, voilà, j'avais vraiment à cœur de comprendre comment vous aviez vécu votre parentalité. C'est vrai que le contexte Covid a ajouté une complexité, mais vous avez eu une parentalité. Alors souvent, tous les enregistrements que j'ai menés, chance au couple, ça a marché relativement vite et le parcours a été relativement court. C'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, il y aura un enregistrement qui arrivera d'ici peu où on se rend compte que ça peut être un combat, un parcours de GPA aussi, sachant que en soi, c'est déjà un combat de base. Mais voilà, des fois, ça peut être compliqué. Toujours est-il que vous donnez beaucoup d'espoir, tu l'as dit à l'instant, rien qu'avec tes illustrations, tu donnes de l'espoir aussi aux jeunes qui se posent la question de savoir s'ils peuvent devenir parents. Donc merci pour la visibilité que vous menez tous les deux. Et c'est vrai que sous cette forme un peu d'illustration, même si tu dis essayer de parler d'autres choses, de difficultés que tu as pu rencontrer, en fait, les illustrations, elles sont tellement, je peux pas dire naïves entre guillemets, mais c'est un peu ça, tu vois, que finalement elles font passer les choses, les messages. Oui, mais c'était un peu le but aussi que ça, pas être dans le dramatique. Bien sûr. Et oui, le côté cartoon, c'est pour que ça adoucisse un peu quand même. C'est ça, exactement. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis du coup, maintenant on le sait, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Je vous propose une outro assez courte, juste pour vous rappeler que durant tout le mois de mai, les épisodes sortiront les mardis pour slalomer entre les jours fériés. Je ne pense pas être dans la capacité de vous proposer un épisode le 22 mai, car nous aurons été très occupés par le Family Pride Festival la semaine d'avant. J'en profite pour vous informer que durant le festival, je vous proposerai de venir témoigner après les tables rondes sur les sujets qui auront été évoqués. Nous allons aussi tenter d'enregistrer un maximum de ces tables rondes pour vous permettre de les écouter, même si vous ne pouvez pas vous rendre sur Paris le week-end du 20 et 21 mai. Et si vous pouvez venir, n'hésitez pas à passer dans le Tipeee pour faire entendre votre voix. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous précise ici que vous pouvez souscrire des plans au mois ou à l'année sur la page Steady du podcast, parce que votre soutien, quel qu'il soit, est précieux. Vous retrouverez le lien sur la bio du compte Instagram du podcast ou en description de l'épisode. Vous pouvez aussi donner plus de visibilité au podcast en partageant son compte Instagram @lesenfantsvontbienpodcast ou les épisodes qui vous ont plu dans vos stories. Vous pouvez aussi le noter sur les plateformes d'écoute et faire fonctionner le bouche à oreille. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez et plus ma reconnaissance sera grande. Merci pour votre soutien. Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart